Plusieurs réactions en République démocratique du Congo après la condamnation à la peine capitale de l'ancien président Joseph Kabila. La haute cour militaire de Kinshasa, qui le jugeait par contumace, a ordonné son arrestation immédiate et le paiement de 33 milliards de dollars de dommages et intérêts. Le verdict est intervenu mardi au terme d'un procès historique où l'ex-chef de l'État a été reconnu coupable de trahison, de participation à un mouvement insurrectionnel et de crimes de guerre. Cependant, la Cour s'est déclarée incompétente pour statuer sur la nationalité rwandaise supposée de Joseph Kabila et n'a pas autorisé la mise sous séquestre de ses biens. Dans le camp de l'ex-chef de l'État, les réactions oscillent entre colère, dénonciation et appel à la mobilisation. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Hubert Kabassou Babou Katulondi, écrivain et analyste de la politique africaine. Monsieur Kabassou Babou, bonjour et bienvenue sur Vue d'Afrique. Bonjour madame et bonjour à tous vos auditeurs. Alors, qu'est-ce que cette condamnation de Joseph Kabila change dans l'histoire politique du pays? Est-ce que c'est un tournant important pour la justice congolaise ou c'est juste un événement, disons, symbolique? Pas un tournant simplement décisif pour la justice congolaise, mais également un véritable coup de tonnerre, une sorte de tremblement de terre, je veux dire, sur l'échiquier politique du Congo et une page assez sombre pour l'histoire politique de la République démocratique du Congo. En effet, on a vu comme ça, tour à tour, un ancien Premier ministre, d'ailleurs les meilleurs Premiers ministres qu'on a eu dans l'histoire du Congo, Pogno, être condamné. On a vu également d'autres acteurs politiques majeurs, un ministre des Finances être condamné, et maintenant c'est Joseph Kabila, qui en réalité, en toute objectivité, est véritablement l'architecte, le leader politique qui a conduit, qui a présidé, en fait, à la refondation du Congo postcolonial, parce que dans une durée la plus longue et la plus stable des institutions, parce que nous savons qu'après Mobutu, le Congo était un État écroulé, et collapsed, comme on dit en anglais. Et donc, comme vous dites, c'est un tournant décisif, et Dieu sait quelles peuvent être les conséquences de cette décision. Et quelles sont les conséquences? Écoutez, nous pensons que on va avoir plusieurs conséquences. D'abord, sur le plan politique, il y a donc cette sorte d'enchaînement de séquences. D'abord, la condamnation, je veux dire, l'éjection du président de l'Assemblée nationale, Kamere, qui est sur le de l'Est, mais avant lui, il y a eu Matata Pogno, qui est également de l'Est. Et donc, sur le plan de la géopolitique nationale, ça va poser un véritable problème dans la mesure où ça va davantage briser, je veux dire, étendre la fente de la cohésion nationale. Avant qu'on en vienne là, Monsieur Kabassou, permettez-moi de vous interrompre. Que répondez-vous à ceux qui pensent que ce procès montre que la justice n'est pas indépendante et que c'est une affaire politique? Autrement dit, comment rassurer ceux qui doutent de l'impartialité du jugement? Je vais arriver là dans la troisième dimension, parce que la deuxième dimension est la dimension, après la dimension de l'exacerbation en fait de la fragmentation de l'unité nationale, parce qu'il y a maintenant une perception qu'il y a une sorte de poursuite, d'obsession contre les Swahilophones et l'Est. La deuxième dimension, c'est en ce qui concerne les processus de paix, parce que Doha avait comme un des principes fondamentaux l'apaisement, la recherche de la cohésion nationale et de l'unité de la stabilité. Or, maintenant, nous voyons que en condamnant Joseph Kabila, avec comme chef d'accusation majeur le fait qu'il serait le fondateur ou qu'il serait en alliance avec les M23, ça veut dire qu'on noircit les M23, ça veut dire qu'on méprise les M23 et qu'on ne considère pas les M23 comme un véritable partenaire pour la paix. Et donc, ça risque d'avoir des conséquences fâcheuses sur les processus de Doha. Et de ce fait-ci, l'AFC M23 ne va pas justement exploiter cette situation pour se retirer du processus de Doha. Parce que l'AFC 23 risque de considérer que les régimes de Kinshasa ne le considèrent pas, ou ne la considèrent pas, la coalition, comme étant un partenaire, mais comme une bande de criminels, dont l'association avec tout Congolais va amener la condamnation à mort du dit Congolais.
Maintenant, la troisième dimension, c'est la justice. Et pour certains Congolais, ça démontre effectivement que c'est une justice qui est véritablement caporalisée. Mais de l'autre côté également, ça montre qu'il y a un potentiel, en fait, d'avoir une justice qui peut avoir le courage de prendre des décisions en ce qui concerne les personnalités politiques les plus saillantes. Nous avons vu cette justice a condamné un ancien Premier ministre, un ministre et maintenant un chef d'État. Mais quand on voit les réactions, d'ailleurs, Emmanuel Ramazani Shadari l'a dit, je crois qu'on a un problème. Monsieur, vous m'écoutez, monsieur Kabassou? Oui, je vous écoute. Ah oui, je vous écoute. Alors je disais Emmanuel Ramazani Shadari, le secrétaire permanent du parti de M. Kabila, le PPRD, a dit que ce verdict risque de diviser encore plus les Congolais. Et quand on voit les réactions, d'ailleurs vous avez aussi parlé de ça, quand on voit les réactions, on sent bien que ça part dans tous les sens. Alors dans un pays déjà secoué par les conflits et les souffrances, comment le gouvernement peut-il éviter que cette condamnation soit vue comme une attaque contre une partie de la population, et surtout comment faire pour que ça ne donne pas l'impression qu'on met la justice au-dessus des urgences du quotidien? J'apprécie la dernière manche de votre question qui me semble très pertinente parce que en ce moment ici, d'ailleurs, je dois relever en parenthèse que nous avons en RDC une opportunité unique en son genre. Pour la première fois, nous voyons que le Qatar met sur la table de la RDC 20 milliards pour la reconstruction et également les mines, les infrastructures, ce qui devait avoir une incidence améliorative sur les conditions sociales des Congolais. Et donc, les gens des part et d'autre, je vais dire des Kinshasa, mais également les leaders de belligérants devraient donc considérer, avoir la conscience, saisir et réaliser cette opportunité historique pour effectuer une sorte de transcendance de leurs différents politiques pour la paix. Mais on voit que cette condamnation vient exacerber justement la stabilité, surtout quand on prend cette situation en conjonction avec les autres déviances, les autres déficiences de gouvernance, de sécurité, etc. Mais on estime également que ça, c'est comme vous l'avez dit au début, sur le plan de la symbolique, c'est vrai que Tshisekedi a voulu démontrer qu'il a, il a voulu démontrer la puissance de son pouvoir, de son régime. Il a démontré de manière symbolique. Et comme l'un de vos collègues de Jeune Afrique, je crois, l'a dit, c'est peut-être une démarche symbolique qui permet de monter les enchères pour que plus tard Tshisekedi puisse s'en servir dans les négociations pour pouvoir obtenir un certain nombre de choses. Mais est-ce que cette démarche symbolique, comme vous le dites, va changer les relations des partis politiques et les institutions du pays? Je veux dire, est-ce qu'on peut espérer que les opposants et les dirigeants trouvent un terrain d'entente, ou est-ce que cela va durcir les positions? En quelques mots, on n'a plus que quelques secondes. Je pense que c'est un couteau à double tranchant. D'une part, ça peut radicaliser, notamment Kabila, AFC qui peut suspendre sa participation à l'OA parce qu'on considère que AFC M23 est méprisé, c'est une organisation criminelle qui attire des condamnations à mort. Mais de l'autre partie, M. Tshisekedi peut l'utiliser symboliquement pour parce que la condamnation à mort ne peut pas être exécutée, la peine de mort n'existe plus en RDC. Et donc, M. Tshisekedi peut commuer cela pour rechercher comme une démarche pour négocier, monter les enchères et trouver la paix. Mais depuis sa condamnation, Joseph Kabila n'a fait aucune déclaration publique. Ce silence, selon vous, peut être interprété comme une forme de respect des institutions ou plutôt comme une préparation à une réponse politique ou diplomatique plus large, notamment avec ses déplacements en Afrique australe et centrale? Faut-il s'attendre à une réplique, à un retour, s'il vous plaît, en quelque Je pense qu'il y aura une réplique parce que M. Kabila, c'est quand même le président qui a refondé l'État congolais, la démocratisation, l'économie, dans la reprise de la reconstruction la plus durable, qui a donné au Congo les institutions les plus durables, pluralistes dans le Congo post-colonial. Il y a eu des interactions avec beaucoup de présidents de la SADC, Ramaphosa, les présidents de Zimbabwe, etc.
Et bon, Kabila, de manière générale, c'est pas quelqu'un qui répond de manière, je veux dire, instantanée, il réfléchit, mais nous pensons que ça va avoir des conséquences et il faut que véritablement, non seulement que Tshisekedi, la société civile qui est dans la démarche de la paix, notamment Senko, LCC et même l'église de réveil, doivent intervenir pour que Tshisekedi aille dans l'essence de la paix. Hubert Kabassou Babou Katoulondi, écrivain et analyste de la politique africaine. Merci d'avoir répondu à nos questions sur Vue d'Afrique, monsieur. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. On quitte la République démocratique du Congo pour se rendre au Cameroun. La campagne électorale officielle en vue du scrutin présidentiel du 12 octobre prochain bat son plein. Les candidats en lice et ou leur soutien multiplient les rassemblements. Le point avec notre correspondant permanent sur place, Eric Chouake, qui a suivi 3 meetings à Yaoundé. La capitale camerounaise a déjà abrité 3 grands meetings des candidats en course pour le fauteuil présidentiel à l'occasion de l'élection du 12 octobre 2025. Les partisans du chef de l'État sortant, qui brigue un 8e mandat consécutif, ont choisi l'esplanade Hôtel de Ville de Yaoundé pour tenir leur rassemblement le 27 septembre 2025. C'était en absence de Paul Biya, officiellement en cours ce jour privé en Europe depuis le 21 septembre. Ce qui n'est pas un problème pour le ministre de l'Éducation de base, Laurent Sèche Etondingwa, par ailleurs, coordonnateur de la campagne du président en fonction dans la capitale. L'essentiel était de lancer la campagne. Il n'y a pas une règle que les candidats doivent être obligatoirement. À tous les coins, on fait leur campagne. On faisait la campagne dans les 10 régions. Il n'y a pas de don d'ubiquité pour être partout à la fois. Le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, qui coordonne la campagne de Paul Biya dans la région du centre, qui abrite la capitale, a pour sa part présenté son champion comme l'homme de la situation, tout en répondant aux critiques sur son âge, 92 ans. L'âge est un privilège que Dieu seul vous accorde. Et il en est de même du pouvoir. Car on dit bien que tout pouvoir vient de Dieu. Alors quand vous avez l'âge et vous avez le pouvoir, vous êtes quoi? Vous êtes béni de Dieu. Vous êtes un homme d'exception. Est-ce que ce n'est pas vrai? Le président Paul Biya, en plus de la légitimité du savoir, a acquis la légitimité du temps, qui fonde le respect que nous y devons tous au-delà de nos appartenances de toute nature. Il est le grand patriarche de la République. L'esplanade du stade Amadou Ahidjo est le lieu choisi par Patricia Tomainunda Mjoya, l'unique femme candidate à cette élection. C'est dans cette ambiance que Patricia Tomainunda Mjoya a affirmé croire en sa victoire le 12 octobre. Nous commençons ce jour, comme le docteur Adamou Mjoya, notre mentor, le disait, une course de fond. Nous allons aller doucement avec des pointes de vitesse et nous allons y arriver. Nous devons compter sur nos cartes, nous devons compter sur nous-mêmes, avec nos partenaires. Nous faisons un. Parce que c'est nous qui devrons arriver le vainqueur à la ligne d'arrivée. Elle a reçu sur la scène le soutien de certains acteurs politiques et de la société civile, à l'instar de Chantal Kabiwa, leader du Front camerounais. Nous sommes sortis pour soutenir une fille, une femme, une mère, une soeur, une amie, Hermine Patricia Tomagno. Lorsque nous avons commencé en 2004 à vouloir qu'une femme se retrouve étudiée, 21 ans aujourd'hui, on ne savait pas que ça sera elle. Enfin, l'ancien Premier ministre Beloua Maïgari a démarré sa campagne officielle avec un rassemblement organisé non loin du siège de son parti à Yaoundé. Il a à l'occasion appelé d'autres candidats, acteurs politiques et la société civile à se rallier à lui. Je lance aujourd'hui un appel solennel à tous les candidats encore en vie, à toutes les forces politiques, à tous les leaders d'opinion qui veulent sauver ce pays. Rejoignez-nous. Je leur dis aussi ceci, dans le Cameroun que nous allons bâtir,
aucune compétence, aucune énergie patriotique ne sera laissée de côté. Les candidats Akere Mouna et Caxton Seta ont annoncé le 28 septembre qu'ils se retiraient de la course à la présidentielle au profit de Bello Bouba Maïgari. Mais le ministre de l'administration territoriale avait déjà indiqué qu'il y aura 12 bulletins représentant les 12 candidats dans les bureaux de vote le jour de l'élection, car ces bulletins ont déjà été imprimés, avait-il justifié. Eric Chouake, Yaoundé, Channel Africa, Actualité. Merci Eric Chouake depuis Yaoundé. Les travaux de la 13e conférence annuelle des présidents des parlements nationaux et régionaux africains se sont achevés. Ces travaux étaient consacrés sur le thème « Transformer les parlements pour une intégration continentale pilotée par les citoyens pour le développement durable, la prospérité, la paix et le rôle de l'Afrique sur la scène internationale ».